Bonjour à tous, alors je suis Olivier Monteux et aujourd'hui je suis vraiment super content parce que j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Alain Bossetti. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Alain Bossetti c'est vraiment un multi-entrepreneur. Il a fait énormément de choses et entre autres il a fait le site placedesreseaux.com. Il est le créateur du Salon des micro-entreprises qui a lieu d'ailleurs dans très peu de temps, du 30 septembre au 2 octobre à Porte-Maillot, à Paris donc. Et c'est aussi l'auteur du livre « Comment développer votre activité avec votre réseau ». Donc, merci Alain d'être ici. Ouais, c'est un plaisir, mais bon, j'ai des associés, une super équipe, hein. Bah, tu vas justement pouvoir nous expliquer tout ça. Raconte-nous un peu ton parcours, qui es-tu, ce que tu fais. Ouais, j'ai 55 ans, j'ai deux enfants, et moi j'ai une passion pour les idées, pour les initiatives. Et quand j'ai fait une école de commerce, à l'époque ça s'appelait Rouen Business School, enfin l'ESC Rouen, après c'est devenu, aujourd'hui c'est Neoma. Et puis je voulais créer ma boîte, et je l'ai pas fait tout de suite. Parce que j'ai attendu 15 ans pour créer ma boîte, parce que je cherchais l'idée géniale que j'ai jamais trouvée. Et donc pendant 15 ans, j'étais dans des grands groupes. J'ai commencé chez 3M comme chef de produit. Après, j'ai rejoint Compaq dans l'informatique où j'ai créé la fonction marketing. Ensuite, j'ai été chez Toshiba comme pendant 5 ans comme directeur du marketing de la communication. Après, je suis passé dans le monde des agences de communication. Où j'étais DG de filiale de marketing opérationnel. Et puis on a été racheté par un grand groupe. Et la dernière année, en 12 mois, ma dernière année de salarié, j'ai connu 5 présidents, 4 bureaux, 3 ou 4 enseignes d'agences. On était un pion sur je sais pas si c'était un échiquier, enfin c'était sur un bout de truc. Et ça m'a pas convenu du tout. Et avec Marc Lahore, avec qui je travaillais et qui est toujours mon associé, on a quitté ce groupe de communication, ce grand groupe, et on a créé notre agence de communication qui s'appelle En Personne, en 96, qui existe toujours. Et puis, comme on n'avait pas confiance en nous, eh bien, on s'est associé à une PME de la communication qui ont pris 51% de notre boîte. Et comme on était naïfs, ils nous ont escroqués. On a perdu 150 000 francs. Et au bout d'un an, on a repris notre liberté. On a dit, voilà, on prend notre envol. Et là, en 97, avec Marc, on a pris notre envol tout seul, à 50-50, et on a continué. Puis après, ça s'est enchaîné. On a pris confiance en nous. Et puis, en décelant des opportunités, nous avons créé, effectivement, comme tu l'as dit, le Salon des micro-entreprises, puis Place des réseaux, puis le Centre de services à la personne. Voilà. Et puis, le livre que tu citais, il est là. Avec Marc, voilà, nous sommes les co-auteurs de ce livre. Que je conseille fortement pour toute personne qui a envie d'en savoir plus, justement, sur le réseautage, le networking. C'est vraiment une très belle introduction à tout ce milieu-là, à tout ce monde-là. Il faut vraiment l'avoir lu. Je pense que merci. Peut-être même pour tout entrepreneur qui débute, c'est vraiment intéressant de le lire. C'est vraiment un bouquin qui a été écrit dans les exemples que l'on donne, plus les témoignages pour les entrepreneurs. Donc par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, parce que effectivement, le réseau, au sens large, hein, c'est quand on est entrepreneur, on est souvent isolé. Et donc le réseau, c'est à la fois un effet miroir, du conseil, du soutien, du développement commercial, de la visibilité. Et puis comme moi je suis un croyant formidable dans la théorie des 6 degrés de séparation, qui maintenant se vérifie. Tu sais, la théorie des 6 degrés de séparation, on a moins de 6 personnes de n'importe qui au monde. Avec les réseaux sociaux, c'est même passé à 4,7 avec Facebook. Donc je crois qu'effectivement, c'est un moyen de développement extraordinaire. Et en plus, c'est sympa. Ouais, en plus, on fait de très belles rencontres et c'est vraiment intéressant. Est-ce que on peut revenir sur le Salon des micro-entreprises? Je sais qu'il y a toute une histoire sur comment tu l'as créé. Une histoire, en fait, donc ça c'était en octobre 98, avec l'agence de communication en personne. On avait entre autres France Télécom comme client et on les conseillait sur comment mieux communiquer sur le marché des entrepreneurs des petites boîtes. Et puis j'étais aussi conseiller de la rédaction j'ai une grande chance de l'entreprise en solo, qui est un magazine du groupe L'Entreprise, L'Express, avec Christine Kerdelan comme directrice de la rédaction, et dont j'ai conseillé sur ce magazine également. C'était super. Et un matin, à 5 heures du matin, ça m'a réveillé. Et je me suis dit, c'est fou, il existe une offre et une demande, des gens qui veulent vendre aux petites boîtes, et puis les petites boîtes qui arrivaient en masse. Il y a un magazine qui se crée, il y a des syndicats plus ou moins organisés. Il n'y a pas de salon dédié aux toutes petites boîtes, aux
voilà, aux 0-10, aux indépendants, etc. Donc je me suis levé à 5 heures du matin, j'ai pris un cahier de brouillon de mon fils, un cahier que j'ai précieusement à la maison, un petit cahier, couverture bleue, un petit carreau. Et pendant 2 heures, j'ai gratté le concept, le positionnement, le business plan. Les speed business meetings, j'ai pas trouvé le nom à l'époque, mais le concept figure dedans, etc. Voilà, ça c'est de 5 heures à 7 heures. À 7 heures, j'ai appelé un de mes copains qui avait du temps. Je lui ai dit, et c'est un de mes associés aujourd'hui, je lui ai dit, voilà, écoute Serge, j'ai une idée, ça te dirait d'aller plus loin. Il me dit banco. Et le truc a commencé comme ça en octobre 98. Et après, on n'a pas créé la boîte tout de suite. On a d'abord vu voir si ça fonctionnait. Donc, on a cherché des partenaires médias qui ont cru en nous. On a fait une réunion pour inviter des exposants potentiels. La boîte n'était toujours pas créée. On a fait venir aussi une 4e associée potentielle, Marie-Pierre Doré. On est toujours tous là. Et puis, on a invité les exposants potentiels. Et puis, on a attendu. Et ils sont venus à la réunion. Ils ont dit génial, c'est super. Hop, on prend des stands. Et une semaine après, on crée la boîte, et 6 mois après, le salon sortait de terre. Ouais, c'était génial. Ouais, c'est vrai, c'est un très bon souvenir, très très bon souvenir. Et alors aujourd'hui, ça m'a vraiment donné confiance. C'est-à-dire que l'agence avait 2 ans, 2 ans et demi, donc on avait déjà quelques collaborateurs. On a financé le salon sur nos fonds propres, et donc on avait un peu de ressources. Et puis voilà, ça a vraiment donné un élan. C'était la 2e acte entrepreneurial de ma vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, je sais que tu fais plusieurs autres salons, mais celui-ci en particulier, le salon des micro-entreprises, ça a vraiment beaucoup évolué. Tu peux nous dire, vous attendez à peu près combien de monde cette année? On attend 25 000 visiteurs sur 3 jours. La grande évolution, c'était la collision entre le monde de l'entrepreneuriat et puis le digital, le numérique. À titre d'exemple, en 99, donc les gens se préenregistraient, demandaient leur badge au salon. On recevait 95% de demandes par papier. En 99, ça paraissait loin et proche à la fois. Aujourd'hui, tout se passe évidemment par le digital. Et puis, quand on regarde les conférences, les sujets, etc., ça a totalement changé. Ce qui a changé également, c'est le côté zapping des visiteurs. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons des conférences beaucoup plus courtes, des micro-conférences, et on traite les sujets, on circonscrit les sujets beaucoup plus sur des trucs très pointus, par exemple, comment, c'est un truc que tu connais bien avec ton activité, mais comment promouvoir son activité avec sur Facebook, sur Viadeo. Et puis on accueille maintenant beaucoup d'entrepreneurs. Moi, je crois beaucoup à l'identification pour progresser. Laure Manodou, elle a donné envie à toute une génération de nageurs, et en montrant que c'est possible, montrer que c'est possible. Et donc, si on a autant d'entrepreneurs à succès qui viennent, c'est parce que c'est pour donner envie, quoi. C'est sûr. Alors, tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose, j'aimerais que tu réabordes, c'est un point très particulier du salon, les speed business meetings. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Ah oui, les speed business meetings, c'est un truc qu'on a... Aujourd'hui, tout le monde en fait, speed networking, mais on était les premiers à le faire en France. Et l'idée est venue en connectant 2 idées, en disant, il y avait le speed dating, où on rencontrait l'âme sœur en 7 minutes, et puis il y avait les rencontres d'affaires, où on pouvait passer du temps avec quelqu'un qui était sur des rendez-vous préprogrammés. Et nous, on s'est dit, il faut que dans un salon soit très vivant et que les gens puissent, entre eux, se connecter. Et donc les speed business meetings, ce sont en général, nous on le fait au salon après les conférences, et dans une salle, il y a un animateur, les gens se mettent par groupe de 10, et chacun, ça dure une demi-heure au total, chacun a 1 minute pour se présenter aux 9 autres. Et en 30 minutes, on fait 3 rotations. Donc en 30 minutes, tu rencontres 27 personnes. 3 tours à 9 autres, 27 personnes. Et donc, rencontre d'affaires rapide, les gens sont très formés à ça maintenant. On a des templates même pour se présenter sur le site qu'ils peuvent télécharger. Et puis on génère des milliers de connexions. Et puis après, on l'a exporté, ce truc-là, dans des conférences à l'extérieur. Et aujourd'hui, beaucoup de chambres de commerce, de réunions d'entrepreneurs le font, sans savoir que c'est nous qui avons les premiers. On a fait ça les premières dates de 2002-2003. Voilà. D'accord. Et c'est un moyen, un format très économique de rencontrer des futurs clients, des futurs partenaires, des associés, et en plus ça entraîne à pitcher, ça entraîne parce que 1 minute c'est très exigeant, à avoir une bande-annonce qui fonctionne. Donc, moi, j'interviens souvent en conférence auprès d'entrepreneurs et je le fais faire comme un jeu, parce que derrière la bande-annonce, outre entre guillemets, la performance de savoir se présenter rapidement, c'est surtout important de dire
qui sont mes clients et de pouvoir préciser son offre marketing, son offre de business. Et souvent, les entrepreneurs, ils se disent, si je dis pas que je fais ça, je vais perdre du business. Ils se dispersent un peu. Voilà. Alors, justement, un autre élément, ça t'en parles beaucoup dans ton livre, un autre élément important, moi dont je me souviens et que je vois qui est vrai tout le temps quand je fais du networking, c'est il faut pas venir avec l'envie de vendre. Si tu as un speed business meeting et que tu es là pour vendre ton truc, ça va pas marcher. Il y a une règle d'or en networking, c'est donner sans attendre de recevoir. Le networking qui fonctionne, c'est quand on va générer une dynamique vertueuse, positive. Et pour générer une dynamique, si on est à l'arrêt soi-même, ça ne fonctionne pas. Donc, pour l'initier, c'est de pouvoir diffuser des bonnes nouvelles, des infos, effectuer des mises en relation, donc apporter de la valeur aux autres. Commencer par cela. Moi, je me suis rendu compte après que je faisais ça naturellement depuis l'âge de 20 ans. Et puis en le faisant systématiquement, alors avec un outil comme ça, c'est génial parce que en permanence, je vois dans la rue un nouveau concept de boutique ou un produit, je vais le faire en photo, je vais le partager avec quelqu'un qui est intéressé par le sujet. Et ça a un autre bénéfice, outre le fait d'initier la dynamique, c'est que quand tu es avec les gens de ton réseau, ça t'oblige à être concentré, à bien comprendre ce qu'ils veulent. Parce qu'il ne s'agit pas de... moi, si je connais tes centres en interne, enfin en tout cas certains, je ne vais pas t'envoyer des trucs, je ne vais pas faire un mail en masse. Je vais t'envoyer à toi, Olivier, d'accord, ou à 2-3 personnes, ou je vais te connecter avec quelqu'un spécifiquement qui peut t'intéresser. Donc ça oblige également à être attentif aux autres, à écouter les autres, donc à moins parler. On dit, si tu as une bouche et 2 oreilles, c'est pour parler 2 fois moins que tu n'écoutes. C'est joli. Et donc, si tu veux, à partir du moment où tu connais bien tes interlocuteurs, tu peux leur apporter de la valeur. Et donc, quand tu vas dans une réunion, quand tu fais un speed business meeting, il faut être d'abord dans l'équilibre et chercher à vendre absolument. C'est bien de vendre, c'est super de vendre. Un entrepreneur, c'est un vendeur. Mais c'est pouvoir partager et être à l'écoute des autres. Donc, quand on écoute les 9 autres, être très attentif parce qu'il faut pouvoir déceler au détour d'une phrase l'opportunité de business ou de partenariat avec celui que l'on écoute. D'accord. Est-ce que, alors justement, puisqu'on parle de networking, tu as fondé le site placedesreseaux.com. Tu peux nous dire comment ça t'est venu, cette idée ? Bien sûr. L'idée est venue par un constat, c'est que les entrepreneurs sont vraiment isolés. Et il y en a moins de 20% qui se font accompagner lorsqu'ils créent leur boîte. Et ça, je l'ai vu parce que je faisais pas mal de groupes quali et de groupes qualitatifs, des études, pour entre autres France Télécom. Je le voyais avec le salon des micro-entreprises. Et je sentais qu'ils étaient vraiment... il y avait un besoin à ce niveau-là. Et donc, on a créé Place des Réseaux. On l'a fait en mode start-up, puisqu'on a réuni autour de nous des belles boîtes. On a notamment travaillé beaucoup avec Microsoft, qui a affiné le projet avec nous pendant quasiment 6 mois, 8 mois. Puis après, des boîtes comme Microsoft, Bouygues Télécom, qui est toujours partenaire de Place des Réseaux, Visa, Chronopost, ils sont venus. Et autour de l'idée de dire, dans une communauté d'entrepreneurs, il y en a qui appellent ça des visirettes. Ils ont un pouvoir de rayonnement, de diffusion d'infos, chacun dans leur domaine. Et donc, Place des Réseaux, ça a comme vocation d'aider les entrepreneurs, par essence, par définition souvent isolés, à mieux travailler, à progresser grâce au réseau personnel, réseaux professionnels, réseaux sociaux, et puis les clubs, etc. Et donc, c'est un web magazine qui va donner des conseils pour grandir, se développer, soi-même ou sa boîte, grâce au réseau avec un X, à O et à réseau. Là, c'est venu comme ça, et l'idée m'est venue à la fin de la bulle Internet. Donc vers 2000, et puis comme tout a pété, je me suis dit, voilà, c'est pas le moment de le lancer. Donc on a attendu, et puis on a repris le sujet en 2003-2004 avec Microsoft entre autres, et on l'a lancé officiellement en 2005. Les bêta versions, c'était en 2004. Voilà. Et aujourd'hui, on a près de 200 000 abonnés, à une lettre mensuelle gratuite, et on donne des conseils je crois que c'est utile. C'est sûr. Ouais. Alors, je sais que tu as lancé aussi d'autres sites. Tu peux nous en parler, les mentionner? On a lancé, on en crée pour nos clients, bien évidemment, mais si on a lancé un autre site pour les entrepreneurs, qui s'appelle Planète Auto Entrepreneur, qu'on a lancé en 2009, au moment où le régime est né. Moi, je trouve que c'est un formidable moyen pour tester des idées, pour compléter ses revenus,
pour expérimenter une entreprise et pour se familiariser aussi avec l'entrepreneuriat avec une manière simple et avec un minimum de risque. Et donc, Planète Auto-Entrepreneur est destinée à tous ceux qui veulent se lancer avec ce régime ou qui sont déjà lancés, qui veulent grandir. Et donc là, c'est un site de conseil. Et on va partager de la valeur pour franchir des caps ou se lancer. Et puis, c'est aussi pour dire, c'est pour vous, c'est pas pour vous, parce que l'auto-entrepreneur, c'est pas la panacée. C'est pas adapté à certaines situations. Si on veut faire ça avec un associé, ça marche pas, parce que par définition, c'est une entreprise individuelle. Mais voilà, donc c'est un site de conseil également. Je sais qu'en plus des sites, tu as lancé d'autres salons. Ouais. En fait, on a lancé, aujourd'hui, on en a trois autres qui ont lieu tous conjointement en début décembre, c'est-à-dire sur les 4, 5, 6 décembre, porte de Versailles. En 2007, on a lancé le salon des services à la personne. Je dirais comment, parce que ça peut peut-être servir d'histoire pour éclairer d'autres entrepreneurs. Après, on a lancé un autre salon qui s'appelle Solulo, c'est le salon des maisons de retraite et des résidences-services. Solulo, c'est solution logement pour les seniors. Okay. Et en 2013, on a lancé Silver Economy Expo. Et en fait, quand on a lancé le salon des services à la personne, c'est parti toujours de constats et de besoins qu'il existait. C'était en 2006, Borloo présentait ou préparait son plan qui porte son nom sur les services à la personne. À titre personnel, on avait une nounou pour les enfants et je voyais parfois la galère que c'était. Enfin, c'est pas toujours facile. Et puis, pendant 10 ans, on a eu un grand prix des micro-entreprises avec 200, 300 candidats chaque année. Et en 2006, je me rappelle, on a commencé à voir des dossiers services à la personne pointés. Et tiens, c'est marrant, on avait 0 avant, puis à bout on avait 4, 5, c'est curieux. Donc on a regardé de plus près, on s'est rendu compte de la vague qui allait arriver, et on s'est dit, on va créer le salon du secteur. Et aujourd'hui, là, on prépare la 8e édition, et on est devenu le salon du secteur des services à la personne, que l'on a fait grandir, parce qu'en ajoutant un espace, qu'on appelle la maison du mieux vivre avec de la technologie, toujours en répondant à des besoins. On dit souvent, dans les services à la personne, ce sont des petits boulots et pas des vrais métiers. Et donc, un moyen d'enrichir, de faire des métiers, c'est la technologie, d'accord, et de pouvoir apporter aux opérateurs, que ce soit une femme de ménage ou un auxiliaire de vie, etc., de la techno dans la maison, les objets connectés, etc. Donc, on a ajouté cet espace-là. Puis après, on s'est rendu compte on avait des exposants qui étaient des résidences-services, qui étaient au sein des services à la personne. Moi, comme beaucoup, j'ai connu ce que c'est que d'accompagner des personnes âgées dans des maisons de retraite, etc. Donc, toujours, j'ai envie de contribuer. Je fais une parenthèse. Le point commun de tous nos salons, c'est qu'ils sont un objectif d'être utiles et d'être sur des enjeux un fort enjeu économique et humain. Créer sa boîte ou la développer, c'est très important sur le plan humain et très important sur le plan économique. Idem pour les services à la personne ou pour les seniors. Et donc, on a créé le salon des maisons de retraite, comme ça, Solulo. Et puis, en 2013, un des conseillers de Michel Delaunay, qui était ministre des Personnes âgées, et qui bossait avec Arnaud Montebourg sur la Silver Economy Expo, a dit, vous avez tout là. Vous avez le service à la personne, le salon Solulo pour les résidences-services et pour les seniors, l'espace techno. Aidez-nous et pourquoi vous ne créeriez pas un salon à Silver Economy, ce que l'on a fait. Et donc ces 4 événements, incluant la maison du mieux vivre, ont lieu tous en même temps. Donc tu vois, à chaque fois l'idée c'est de dire, il y a toujours un fil conducteur. Il y a eu d'abord l'agence en personne avec un fort tropisme sur les entrepreneurs. Ensuite, c'est des micro-entreprises. Grâce à ça, on détecte l'opportunité du marché des services à la personne, etc., etc. Donc il y a une ligne, il y a une cohérence, et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, à part 2 salons qui ont vécu qu'une seule édition, qu'on a arrêté au bout d'une édition, tous existent toujours. Donc on est au 16e salon des micro-entreprises, 7e salon, 8e salon des services à la personne, etc., etc. J'aimerais revenir sur un point que tu viens d'aborder. Je pense que c'est vraiment un point très important. C'est de répondre à un besoin. C'est-à-dire quand on crée un business, il ne faut pas le sortir de sa poche comme ça. Il faut vraiment se poser la question, à quel besoin est-ce que je réponds? Oui. Dans ma démarche marketing, c'est toujours dire quelle est la douleur. C'est effectivement quel besoin, quelle est la douleur. Qu'est-ce que ce besoin, il peut être connu, identifié par les futurs clients ou pas. Quand Steve Jobs lance l'iPhone, les gens ne demandent pas l'iPhone, etc. Donc ce besoin, et un besoin, c'est quoi? C'est quand il y a un écart entre ce que à un moment donné tes futurs clients
entreprise ou particulier sur ce qu'ils ont comme situation et ce qu'ils pourraient avoir. Tu as une télévision, tu n'as pas de télécommande, tu as ta télécommande. Bon. Et donc, tu vas réduire l'écart entre ce qu'ils ont et ce qu'ils pourraient avoir. Et soit ils ont conscience de cet écart, et donc on leur répond, ils l'ont peut-être plus ou moins formulé, soit ils n'en ont pas conscience, parce que c'est la technologie qui arrive. Les cartes à puce, par exemple, on a eu J'aime Plus, c'était J'aime Alto comme client. Au départ, les gens ne demandaient pas une carte à puce. Et d'ailleurs, tiens, pour l'anecdote, tu sais comment est née l'idée des cartes à puce? Non, non, bien sûr. En fait, le fondateur de J'aime Plus s'appelle, il est plus aux commandes, il s'appelle Marc Lassus, et il avait racheté le brevet de Roland Moreno, qui avait inventé la carte à puce. Et Roland Moreno a eu l'idée en lisant un bouquin de Barjavel qui s'appelle La Nuit des Temps. Et dans La Nuit des Temps, qui raconte une peuplade très évoluée qui existait avant notre ère, ils avaient une bague, un anneau qui avait toute leur vie dedans. Et en lisant ce bouquin, ce que faisait l'anneau, il a conceptualisé et déposé la carte à puce. Tu vois, donc les idées sont partout. Mais les gens ne se sont pas dit. Et après, donc La Nuit des Temps, Barjavel, un romancier, mais comme Jules Verne, ou Verne, imagine, tu vois, il y a un romancier, un inventeur, un industriel. Et là, les Français, enfin les gens ne disaient pas, je veux une carte à puce, quoi. Donc c'est bien un besoin, l'écart entre ce que les gens ont et ce qu'ils pourraient avoir. Et pouf, l'entrepreneur, tac, il réduit l'écart. Et là, on s'en rapproche de plus en plus de l'anneau avec les smartphones. Bientôt, la possibilité de payer directement avec son smartphone. Bien sûr. Ça va devenir, c'est ça, bien la sûr, vie dans notre poche. Mais c'est pareil pour là, on bosse beaucoup sur tout ce qui est robotique de service, où c'est un nom de la silver economy, etc. Le mot robot, il est inventé par un Tchèque, je crois que c'est un auteur de science-fiction dans les années 50 ou 60. Il y a plein de trucs qui naissent. On parle de plus en plus de la cryogénisation, tu sais, pour devenir immortel, tu te fais congeler, et puis on te réveillera dans X années. Mais idem, je crois qu'il y a un bouquin de science-fiction qui avait imaginé ça. Donc, il y a des poètes qui à un moment donné ont des idées, dessinent, peignent, écrivent, puis après il y a des gens qui vont chercher à le rendre possible, quoi, à rendre le rêve possible. C'est les entrepreneurs en fait, on rend le rêve possible. Ouais, je pense que c'est ça qui fait le sel de la vie aussi. Hein. Alors dis-moi, on a déjà donné plein de conseils, mais est-ce que tu aurais un dernier conseil pour un jeune entrepreneur qui débute aujourd'hui ? Si j'en avais qu'un seul à donner, ce serait d'entreprendre dans un métier, un secteur qui le fait vibrer. Qui soit dans ses talents, dans sa passion. Parce que quand on est dans ses talents, quand on est dans sa passion, ça fatigue pas. Ce qui fait le travail, il fatigue pas en tant que tel. Ce qui fatigue, c'est de faire un truc qui t'ennuie, etc., etc. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, t'es bon, ça te fatigue pas, ça te ressource, ça a de l'énergie, t'es heureux, t'as pas l'impression de travailler, tu vois, c'est du latin, torturer, je crois. Bon. Donc le conseil, c'est ça, c'est de se lancer en se disant à quoi je vais servir et j'ai une passion, j'ai une envie, j'ai un talent et je vais me lancer dedans. Voilà le conseil que je pourrais donner. Puis après, peut-être tous les autres que tout le monde connaît. Sur le financement, les deux financements, enfin, les fonds propres perso, pour pouvoir tenir, si on ne se paye pas pendant... Nous, on est resté 1 an sans se payer la première année. Hein. Donc, si on ne se paye pas, et puis pour la boîte, avoir des fonds propres, et puis le réseau, quoi, la puissance du réseau. Mais tu m'as demandé un conseil, je t'en donne 3. Le réseau, de toute façon, je pense que c'est clair, c'est quelque chose que je raconte souvent dans les vidéos et dont on parle souvent. Il faut s'y mettre. Même si vous êtes timide, même si vous êtes très introverti, il ne faut pas hésiter à y aller. Je vais te dire un truc, moi je suis quelqu'un de timide. Et si tu veux, je trouve que la timidité c'est bien, parce que la timidité, ça, tu vois, par rapport au fort en gueule qui la ramène tout le temps, etc., je trouve que c'est bien ça. Et quand j'avais 20 ans, j'étais incapable de téléphoner à quelqu'un que je ne connaissais pas. À 18, 19 ans, aller chez le boulanger que je connaissais pas, acheter du pain, j'étais mal à l'aise, je regardais mes chaussures et tout. J'étais vraiment timide. Hein. Bon, j'en suis sorti, j'ai travaillé, etc. Et en fait, le truc que j'ai réalisé, et je le dis aux timides, hein, c'est que on a tous une zone de confort. On a un cercle, un cylindre invisible qui sont là, on a les chaussons, et puis on n'ose pas, quoi, tu vois, tu es dans un cocktail, tu as quelqu'un de vachement de connu qui est là-bas, qui est pas loin, je le montre là-bas, tu vois, qui est pas loin, tu te dis, lui pourrait changer ma vie professionnelle, lui pourrait changer le sens de mon histoire professionnelle, et j'y vais pas parce que j'ose pas, qu'est-ce qu'il va penser, etc., etc.
Et donc, on reste dans sa zone de confort. Mmh. Et en fait, le conseil, c'est de dire, ce que j'ai fait, c'est de sortir progressivement de sa zone de confort. Tu vois. Et par exemple, quand j'ai, je sais pas, à 20 ans, 22 ans, 23 ans, j'allais au restaurant et on me filait une table, t'as les toilettes derrière, sous l'aération, dans le passage. Mmh. Je disais rien, je passais une mauvaise soirée. Ouais. Et puis un jour, j'ai dit, excusez-moi, monsieur ou madame, cette table n'est pas grave, je voudrais celle-là. Et oui. Donc j'ai enchaîné des micro-victoires sans enjeu. Parce que s'il me disait non, le restaurateur, soit je restais, soit je partais, tu vois. Ouais. Et donc plein de choses comme ça. Et puis j'ai collé les succès, d'abord modestes, puis un petit peu plus grands à chaque fois, pour accumuler la confiance. Et donc, il faut sortir sa zone de confort pour le jour où, dans le cocktail, tu as la personne qui peut t'aider, être capable d'aller la voir et sans bafouiller, lui dire voilà, bonjour, j'ai tel projet, etc. C'est un très bon conseil, je pense. Je suis pas trop long, j'espère. Ouais. Non, non. Mais écoute, Alain, merci vraiment pour tous ces conseils qu'on a donnés. C'était un plaisir de t'avoir ici. Merci. Et puis je donne rendez-vous aux entrepreneurs du 30 septembre au 2 octobre, et puis on se retrouve là-bas. Ouais. Merci encore. À bientôt. Allez, salut. Ciao, ciao.